Madame la conseillère d'État, il y a 10 ans, un quotidien fribourgeois titrait « Alerte dans les Préalpes, l'agriculture abandonne ses chalets d'alpage ». Qu'en est-il actuellement ? Heureusement, ils ne sont pas tous abandonnés, mais c'est vrai qu'ils représentent de lourdes charges, soit pour les exploitants, soit pour les propriétaires, soit pour les collectivités publiques, et qu'il faut trouver des solutions à l'avenir avec la refonte des structures de l'agriculture pour qu'on puisse maintenir ce patrimoine. Je crois que... Oui, mais ça fait quand même déjà 10 ans que, disons, il y a eu cette alerte. Où en sommes-nous actuellement, concrètement ? En fait, il y a plusieurs contraintes. Il y a des contraintes d'aménagement du territoire, des contraintes de droit foncier rural, des contraintes de préservation du patrimoine historique. Et il y a des subventions qui sont liées à certaines choses, il y a des interdictions qui sont liées à d'autres, ou des complications dans les procédures. Et puis, il faut voir pour trouver une solution pour décharger notamment les communes qui sont propriétaires de nombreux chalets. Oui, c'est un des soucis des communes précisément. Et vous avez déjà des solutions ou des ébauches de solutions ? Franchement, j'aimerais étudier globalement la situation avant de proposer une solution. Il y a bien sûr des choses que je connais déjà. Mais je crois qu'il faut que ça soit vraiment un outil qui dure à terme, donc ça vaut la peine de l'étudier à fond. Monsieur Castella, qu'est-ce qu'un patrimoine alpestre bâti ? Le patrimoine architectural alpestre bâti. Alors, c'est tous les témoins matériels d'une activité économique qui a marqué le paysage alpestre, à savoir l'exploitation des alpages. Alors, parmi ces témoins matériels, il y a bien sûr un témoin emblématique qui est le chalet d'alpage proprement dit. Oui, c'est l'image. C'est l'image. Mais le chalet d'alpage, il est vrai, n'a plus de sens, même plus de lisibilité en l'absence d'un alpage. Un chalet d'alpage perdu au milieu d'une clairière n'aura d'alpage plus que le nom. Est-ce que vous pensez que les gens qui habitent des villages, disons alpestres, ont encore bien conscience de la valeur d'un alpage ? Alors, pas toute la population, parce qu'il y a une population nouvelle qui est arrivée, qui, ma foi, ne connaît pas cette problématique, et puis ils ne voient peut-être les alpages à travers les comptes de la commune, à l'assemblée communale, si ces alpages sont propriété de la commune. Si ce n'est pas le cas, bien, ma foi, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ne connaissent pas le problème. Et ils voient les frais, ils voient les coûts que ça provoque. Et puis souvent, s'ils n'ont pas d'intérêt particulier ou d'amour pour ces montagnes, je peux comprendre qu'ils décident de les vendre ou proposent de les vendre. Si je vous demandais de vous projeter une centaine d'années plus loin, qu'est-ce que vous pensez du patrimoine à sauver à cette époque-là ? Ce sera quoi ? Dans 100 ans. Au train où l'on bétonne le bas pays, il faudrait peut-être qu'il reste quand même un peu de verre si on veut garder un peu de bétail pour leur donner à manger. Bon, c'est un peu une boutade, mais enfin, il est vrai que la terre se rétrécit drastiquement
sur les domaines agricoles. Hein. Et puis, ma foi, il y a des alpages qu'on ne pourra plus maintenir beaucoup, qui sont très petits, qui sont très en pente, mal accessibles. Mais il y a quand même des bons alpages qui permettent d'estiver un grand troupeau, qui sont bien équipés. Du reste, actuellement, les chalets qui abritent des fabrications de fromage ont été remis aux normes par beaucoup de propriétaires et de locataires. Il y a un gros travail qui a été fait. Dans le contexte du parc naturel régional Gruyère-Pays-Nord, le patrimoine alpestre a une importance capitale puisqu'il s'agit pratiquement dans ces préalpes d'un fonds de commerce redoutable puisqu'il marque la présence humaine depuis de nombreuses générations. Et ce patrimoine alpestre, il n'est pas seulement un patrimoine, il est aussi la preuve, la trace d'un travail, d'une activité qu'il faut maintenir. Et c'est ça la préoccupation première. Comment fera-t-on demain pour que cette activité puisse se maintenir dans ce patrimoine? Monsieur Collot, s'il y a bien une association que l'on craint, que certains milieux craignent, c'est bien ProNatura. Pourquoi? Alors, d'une part, je pense qu'on n'a pas à craindre ProNatura. Ça nous arrive d'intervenir dans certains dossiers, notamment à Charmey, mais c'est quand même pas fréquent. Et puis si on intervient, en général, c'est pour en fait défendre ce qu'on appelle les intérêts de la nature. Donc on est un peu l'avocat de la nature, mais enfin on intervient quand même quelques fois. On ne peut pas dire qu'on est toujours sur le front. Et en général, quand on intervient, c'est que notre intervention est justifiée. D'ailleurs, très souvent, les tribunaux, plus souvent même, les tribunaux nous donnent raison. Mais pourquoi vous intervenez, par exemple? Alors on intervient dans des domaines différents, où finalement il y a la nature qui est mise en jeu, il y a une violation, d'après nous évidemment, de la loi, ou en tout cas l'application du règlement de la loi. Alors c'est arrivé dans des affaires récentes qui concernaient justement des chalets d'alpage, puisque le thème ce sera les chalets d'alpage, mais ça peut être évidemment domaine protection des eaux, ça peut être domaine protection de biotopes, etc. Donc vous, c'est la loi, respect de la loi. Alors, respect de la loi qui concerne la protection de la nature, c'est qu'aujourd'hui on a une série d'inventaires qui sont en général intégrés dans les PAL. Il y a donc la loi sur la protection de la nature, il y a la loi sur l'aménagement du territoire. Effectivement, si il nous apparaît que dans un projet quelconque, la nature est mise à mal, nous on intervient. Alors c'est net que, évidemment, si on va intervenir jusqu'au bout, il faut aussi prendre en considération les dispositions légales. Et en général, quand on intervient, il y a très souvent une disposition légale qui était en tout cas mal appliquée, peut-être, dans ce cas-là c'est moins grave, voire une violation d'une disposition légale. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un appareil législatif en Suisse qui est suffisant pour la protection de la nature. On n'a pas besoin de créer encore des lois, etc. Le problème, c'est l'application. Mais justement, alors là, vous êtes un peu un gendarme. Oui, mais enfin, quelque part, souvent, moi je l'ai dit peut-être plus dans le passé qu'aujourd'hui, on remplissait le rôle de l'État, ou le rôle peut-être que l'État, son cas ne joue pas, ou les institutions peut-être communales ou autres préfectorales ne jouent pas toujours, etc. Donc très souvent, c'est vrai plus dans le passé, il faut le dire, nous finalement on a joué un rôle que l'État ne jouait pas. Voilà. Et actuellement, c'est encore le cas? Alors je dirais que ça arrive encore. On pourrait dire soit en complément peut-être, soit en substitution de l'État. Oui, ça arrive encore. Parce que bon, partout, l'État ou quel qu'il soit, c'est des hommes avec des intérêts divers. Finalement, voilà, je veux dire. Et je pense toujours ce qui est intéressant, pas seulement pour ProNatura, mais on sait très bien, par rapport à l'État, par rapport aux institutions, c'est bien d'avoir un contre-pouvoir. Alors, dans le domaine de la nature, finalement, c'est ProNatura, c'est le CVVF, il y a d'autres associations. Dans d'autres domaines, c'est la même chose, c'est la société civile, en fait. Et je pense que c'est quelque chose de sain. Oui, de votre point de vue, l'État a encore du pain sur la planche. Voilà. Sur les grands monts, j'y nomme ça.